Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce troisième webinaire de Comment on lance le monde par Garoué. Alors aujourd'hui, moi, je suis vraiment très contente à plus d'un titre. La première, c'est que j'ai le plaisir de recevoir une personne que j'aime beaucoup, une amie, Christine Borle-Talec, qui est déléguée régionale du groupe La Poste en région PACA. Et puis, c'est aussi pour moi l'occasion de vous partager l'expérience que j'ai pu avoir en découvrant cette magnifique entreprise qui est le groupe La Poste, dont Christine assure le leadership en région PACA. Combien j'ai été stupéfaite de la découvrir, cette entreprise, de la redécouvrir, parce qu'en réalité, on croit tous connaître La Poste, on croit tous savoir exactement ce que c'est, sauf que c'est beaucoup plus que ce que l'on croit. Et on a beaucoup, beaucoup d'enseignements à tirer de ce qu'a été l'histoire ancienne et récente de ce groupe. Et donc, vraiment, je suis ravie de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Alors, on va d'abord remercier Christine, évidemment, d'avoir accepté d'être présente. Alors, Christine, pour la petite histoire, je la remercie plus particulièrement parce que son rôle, c'est d'assurer la représentation de la direction du groupe La Poste dans toute la région PACA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est du côté de Briançon. Je ne veux pas dire de bêtises, elle m'a dit ça tout à l'heure, dans un bureau de poste du coin, dans un petit village du côté des Hautes-Alpes, je crois, c'est ça, où elle est en déplacement professionnel. Et donc, on lui a gentiment dédié un petit bureau pour qu'elle puisse effectivement nous retrouver aujourd'hui. Donc, merci à ça. Alors, Christine, je vais te présenter rapidement parce que c'est toujours intéressant d'avoir le parcours des gens qui acceptent d'intervenir dans le cadre de ce webinaire. Christine, elle a initialement une formation commerciale, hein, c'était sa première formation. Et puis après, elle s'est quand même orientée vers ce qu'on appelait à l'époque les télécoms, les télécommunications. Elle a donc fait Sup Télécom et puis ensuite, elle est entrée dans une école qui n'existe plus, mais qui avait des grandes lettres de noblesse. C'était l'École nationale supérieure des postes et des télécoms, je le lis parce que c'est un peu long, où là, tu obtiens le diplôme d'administrateur. Et à partir de là, tu vas entamer une carrière qui te mènera, j'allais dire, jusqu'au au top dans ta région que tu aimes, puisque tu es quand même fortement attaché à la région PACA et à Marseille en particulier, pour assurer cette délégation. Tu as donc vécu quand même le grand changement qu'a porté la Poste dans les années 2000 à peu près. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on puisse à la fois partager l'expérience et puis en tirer des enseignements. Moi, en tout cas, à notre mesure, chez Garoué, je dois dire que ça m'a beaucoup inspiré dans les démarches, notamment tenant à l'innovation. Alors, peut-être que tu peux être plus précise sur la présentation du groupe La Poste, parce que je pense que tu le connais bien plus que moi. Peut-être en rappelant un petit historique. Moi, j'ai quelques dates clés qui sont incroyables. J'ai 1477, 1879 et 1991. 1477, c'est la création des relais de poste, donc où tu te trouves, l'ancêtre du bureau de poste où tu te trouves aujourd'hui. 1879, c'est le premier ministère des postes et des télégraphes, incroyable. Et puis 91, là, on devient, on structure un peu plus le service et la Poste devient une entreprise publique autonome. Voilà. Mais je suis sûre que tu as beaucoup plus de précisions à nous donner à ce sujet. Ce serait sympa de nous faire un petit rappel synthétique parce que c'est une très longue histoire qui date du XVe siècle, c'est dire, du groupe La Poste. Merci beaucoup Delphine pour cette présentation et ravie d'être parmi vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas repartir du XVe siècle, sinon les 40 minutes qu'on a n'y suffiraient pas. Mais c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est à la fois un pied dans le passé puis un pied dans l'avenir. Et ça, c'est à la fois agréable et c'est à la fois, ça nous oblige. On l'a vu pendant la période du Covid, où, comme toutes les grandes entreprises, publiques ou privées,
On a eu quand les écoles ont fermé, quand il y a eu le confinement, on a été dans l'obligation de fermer des bureaux. Et là, ça a été une tempête de protestations et de tensions, parce qu'on avait fait le choix, il fallait bien en faire un, de toute façon, on n'avait pas assez de personnel, de fermer les plus petits bureaux. Et aujourd'hui, moi, je suis à l'Argentière-la-Bessée, qui est d'ailleurs, c'est magnifique, hein, il y a encore de la neige aux alentours. Et dans ces endroits-là, on s'est dit, tiens, mais finalement, il y a encore un besoin de poste en 2020, ce dont on peut un peu douter quand on regarde l'évolution des usages et de la société aujourd'hui, et qui est directement connecté à nos sujets de transformation. Donc aujourd'hui, le groupe La Poste, c'est une holding, c'est une société anonyme à capitaux publics. La structure des capitaux a changé il y a 3 ans, quand la CNP a été apportée au capital de la Banque Postale par la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts est devenue majoritaire au capital de La Poste. Le deuxième actionnaire, c'est l'État. Donc on a cette particularité d'être une SA à capitaux publics. Et une autre particularité est que la loi a inscrit dans nos missions 4 missions de service public, du coup qui remontent à loin, hein, quand même. Donc il y a une mission autour de la distribution de la presse, une autour de la distribution du courrier, c'est le fait d'avoir en tout point du territoire un même tarif et des obligations de service. Il y a l'accessibilité bancaire, donc ça c'est le fait que n'importe qui sur le territoire peut se voir ouvrir un compte bancaire avec des moyens de paiement adaptés. C'est souvent adossé au livret A, même s'il n'a pas de revenus, enfin voilà, s'il n'est pas éligible à un compte classique, on va dire. Et ça, c'est ce qui nous vaut d'assurer une mission importante d'accessibilité bancaire à des populations vulnérables, auxquelles nous payons en particulier les prestations sociales en début de mois, période où on a un peu de file d'attente dans certains bureaux, mais c'est plus tout à fait un sujet quand même, la file d'attente, j'y reviendrai. Et enfin, la dernière mission, qui est une mission qui m'occupe beaucoup, c'est une mission de contribution à l'aménagement du territoire. La loi nous impose de conserver sur tout le territoire français 17 000 points de contact, bureaux ou partenariats, et donne des règles de dialogue avec les élus. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'a pas les coups des franches, on ne peut pas dire je ferme le bureau de l'Argentière. S'ils m'entendent, je vais avoir une manifestation devant la porte. Comme c'est le dernier bureau de la commune, on n'a pas le droit. Il faudrait que le maire soit d'accord et qu'on lui propose un autre dispositif, un partenariat avec la commune ou avec une association, avec un commerçant, pour avoir le droit de fermer le bureau. Donc aujourd'hui, pour être un peu synthétique, donc on est un très grand groupe. Alors ça change tous les jours, mais on est autour de 240-250 000 collaborateurs en France et à l'international. On a encore 60 000 facteurs qui, 6 jours sur 7, couvrent tout le territoire métropolitain et outre-mer. Notre chiffre d'affaires est de 35 milliards d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre d'affaires a progressé et puis est resté stable depuis 3-4 ans, bien que notre activité se transforme complètement. Et puis, si on avait le temps, je vous ferais un quiz, mais on n'a pas le temps, donc je vous donne la réponse tout de suite. On fait 44% de notre chiffre d'affaires à l'international, ce qui paraît étonnant aussi quand la poste, c'est l'image du facteur ou du bureau. Ce chiffre d'affaires à l'international, il est adossé aux activités d'assurance. Je parlais de la CNP tout à l'heure. La CNP est un gros acteur de l'assurance, par exemple au Brésil, mais pas que. Et puis, il est également adossé à nos activités de colis et de logistique, DPD Allemagne, DPD UK, des partenariats ou des prises de participation qu'on a en Asie du Sud-Est, en Europe, etc., font qu'en consolidant notre chiffre d'affaires, 44%, il fait à l'international. Voilà, on est entreprise à mission. C'est à cette occasion-là que j'ai fait connaissance avec Delphine depuis juin 2021. Donc, on a été la première très grande entreprise à opérer ce choix stratégique et ce choix de gouvernance aussi, puisque ça embarque quand même pas mal de sujets. On est, voilà, peut-être en première présentation, ce que je peux dire pour compléter ce que tu disais, Delphine. Juste vous dire que moi, mon métier, c'est en fait de représenter le groupe, mais au-delà du rôle d'ambassadeur cocktail petit four, qui n'est pas celui que je préfère, je suis aussi en appui de l'ensemble des branches, elles sont au nombre de 4, pour aller chercher du business, pour trouver des politiques publiques ou des enjeux territoriaux sur lesquels on peut travailler avec les parties prenantes.
et être aussi un acteur de la coopération parce qu'on est une entreprise multi-branches, multi-activités et parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver, y compris pour les professionnels que vous êtes en face de moi. Voilà, on est un peu complexe. Et donc, mon rôle, c'est de rendre ça plus fluide et plus simple. Bon, très bien. Bah, écoute, je suis persuadée que déjà beaucoup de personnes qui assistent à ce webinaire ont déjà appris beaucoup de choses. Mais moi, je sais qu'il y en a encore. Ah oui. Il y en a encore sous le tapis, comme on dit, sous le pied aussi, à mettre en place. Alors, je sais que la Poste, alors pour des gens comme moi à l'époque qui n'avaient pas forcément une culture économique large, même je pense pour beaucoup de gens, on s'est dit, mais à l'arrivée du courriel, des échanges Internet, mais la Poste va disparaître. Qu'est-ce qui va se passer pour cette entreprise? Alors, déjà, je pense qu'il y avait une méconnaissance de ce que faisait réellement la Poste à ce moment-là, quand c'est arrivé. Et puis, réellement, on pouvait se poser la question de comment va-t-elle faire pour retourner son modèle et puis se sortir de ce qui semblait être un espèce de marasme compliqué à gérer. Et pourtant, moi, je sais, parce que j'ai eu la chance d'assister à des présentations sur la manière dont le groupe La Poste a géré un retournement de modèle d'entreprise d'activité pour devenir ce groupe que tu viens de présenter succinctement, qui fait 40% de son chiffre d'affaires à l'international. J'aimerais bien que tu puisses expliquer à notre auditoire la démarche. C'était dans les années 2000, je n'ai pas la fin des années 2010, je crois, les dates précises, où vraiment la Poste est partie avec son bâton de pèlerin pour aller financer son retournement, sa démarche d'innovation, et puis arriver aujourd'hui à faire en sorte que des gens comme toi, Christine, ne se contentent pas que des petits fours et soient vraiment là à la recherche de secteurs où investir, où promouvoir l'innovation. Donc, c'est quand même pour moi un modèle de retournement contextuel parce que, n'oublions pas que la Poste avait un monopole et qu'elle l'a perdu. Et donc, on se dit, mon Dieu, pour être dans une profession réglementée qui n'a quasiment plus de monopole, si ce n'est que la représentation dans certaines juridictions, on imagine combien ça a dû être une épreuve et pourtant, elle est toujours là et elle est encore plus forte. Donc vraiment, j'aimerais que tu puisses nous faire part synthétiquement de cet historique récent et peut-être de la stratégie qui a été mise en œuvre et comment elle se poursuit aujourd'hui sous ce plan vraiment très économique. D'accord. Ce que je peux dire sur cette question, c'est que finalement, notre transformation, elle s'est construite par grands à-coups. Et moi, quand je suis rentrée dans l'entreprise, c'est mon deuxième employeur, donc j'y suis restée longtemps, sur des métiers différents. C'est la chance d'un grand groupe aussi, ce genre de pivotement professionnel. On avait un peu le syndrome Kodak. Pour les plus anciens connectés, il fut un temps où on achetait des pellicules et on les envoyait dans des labos pour les faire développer. Et puis le numérique est arrivé. Et Kodak, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais a été balayé du marché en un temps assez rapide. J'ai pas tous les jalons, mais c'était... Et nous, moi, je me rappelle toutes les rencontres stratégiques ou managériales qu'on faisait. On disait au postier, le courrier va fortement diminuer. Et ça, le premier coup, ça a été, mais on s'en rappelle presque plus, c'est le jour où la carte Sésame est arrivée, la carte Vitale est arrivée, et qu'il n'a plus été nécessaire d'envoyer des feuilles de remboursement à la CPAM. Voilà, ça, c'est un premier jalon. Pour vous donner des ordres d'idées, moi, quand j'étais jeune directrice commerciale dans les Bouches-du-Rhône, puisque je suis marseillaise, et de temps en temps, j'ai réussi à revenir dans la région. Le chiffre d'affaires que je pilotais, qui était un chiffre d'affaires B2B entre la Poste et les entreprises, était l'équivalent du chiffre d'affaires que la Redoute confiait au groupe La Poste pour la distribution des catalogues, des gros catalogues qui arrivaient. Je vous parle ça doit être 20 ou 30 ans. Mais donc, il y a eu vraiment des mouvements majeurs et La Poste était une entreprise qui était construite autour du courrier en termes de process industriel,
en termes de métier, en termes de pilotage, de qualité, d'investissement, etc. Donc, on a eu des à-coups successifs, mais on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. On a vu arriver les choses, la numérisation, la digitalisation. À cette époque-là, le courrier, c'était 85% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est moins de 17%. À chiffre d'affaires maintenu, ce que je disais tout à l'heure. Donc, la transformation, elle a été majeure. Elle s'est faite en plusieurs étapes. Je vais pas les évoquer toutes, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'environnement a été là aussi pour nous pousser. Le fait que le monde du colis soit un monde en Big Bang avec le e-commerce, avec l'internationalisation des échanges, ça a été une opportunité. Aujourd'hui, en chiffre d'affaires, on gagne plus d'argent, enfin, on fait plus de chiffre d'affaires. Les histoires de marge sont encore différentes, avec le colis qu'avec la lettre, par exemple. Donc, on a vraiment eu un nouvel équilibre dans nos flux et dans nos dispositifs, qui a embarqué aussi la transformation du groupe, parce qu'au lieu d'adosser notre organisation en territoire à des plateformes spécialisées dans le courrier, petit à petit, on glisse vers des plateformes colis ou ce qu'on appelle multiflux, capables de gérer, et ce n'est pas les mêmes matériels, c'était pas le même système d'information à un moment, etc. Donc, ce mouvement-là, il s'est fait aussi avec le marché, c'est-à-dire le fait qu'il y ait moins d'usage du courrier, voulu ou poussé, et que le colis soit un monde qui augmente. Et puis, ce qui a aussi contribué à ce qu'on passe sur un modèle multi-activité, multi-branche, c'est la création de la banque postale. Donc, la Poste était traditionnellement l'opérateur du CCP, mais on appelait ça des services financiers. Et alors moi, je n'ai pas l'historique parce que je n'ai jamais travaillé côté bancaire, mais il fut un temps pas si lointain, qui doit remonter à moins de 20 ans, où la Poste ne pouvait pas distribuer de crédit à la consommation ou de produits financiers. Donc, c'était vraiment la gestion de comptes avec des relevés en pléthore, etc. Et ça doit faire 17 ans maintenant, qu'on a eu l'autorisation, avec toutes les contraintes réglementaires, financières, etc., de créer une vraie banque. Et donc, la banque postale est devenue une banque de plein exercice, je ne sais pas si c'est le bon terme, et a pris sa place dans le marché. Et ça, c'est aussi un de nos piliers dans le modèle multi-activité qui est le groupe aujourd'hui, donc avec la banque postale et ses filiales, avec le colis et la logistique, et avec le courrier. Le courrier, le point un peu symbolique, c'est qu'on a rebaptisé la direction du courrier. Maintenant, ça s'appelle la branche service courrier colis. Et le service, c'est l'expression de notre diversification. C'est-à-dire que depuis quelques années, notre positionnement stratégique, il est de dire, en fait, nous, on a les réseaux et on a des obligations de service public qui nous obligent à conserver ces réseaux. Le réseau des bureaux de poste, le réseau des facteurs 6 jours sur 7, c'est inscrit dans la loi. Et on voit que dans la société, on a des sujets, le sujet du monde rural ou des zones éloignées, le sujet des seniors qui va pas s'améliorer dans les prochaines années quand même, tant mieux pour la moyenne d'âge, mais on a un vrai enjeu de société face à nous, qui est comment on s'occupe de nos seniors, le sujet de l'électronisme numérique, et au final, c'est la proximité qui est derrière ça, et donc notre positionnement, entre autres, c'est de dire on est armé et on a les outils et les réseaux nécessaires pour proposer des offres autour de la proximité humaine et digitale. Et ça a été un des angles forts de notre stratégie de diversification. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je parlais d'à-coups successifs dans la baisse du courrier, il y a eu un à-coup majeur, ça a été le Covid. La période des 2-3 ans où on a travaillé différemment, réfléchi différemment et consommé différemment, ça a été une période pour nous incroyable. Bon, on a été en gestion de crise éternelle, c'était quand même très compliqué, parce que depuis quelques années, on enlevait les glaces dans les bureaux de poste, il a fallu remettre des plexiglas, enfin voilà, tout ce que vous avez pu voir. Et ça ne se fait pas comme ça, quoi. Quand on a, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a 1000 points de contact et 15 000 agents, donc les effets de taille sont toujours un peu lourds chez nous quand même. Le Covid a fortement accéléré la baisse des volumes du courrier, parce que les gens qui se sont formés à des applis ou à des usages numériques y ont trouvé leur compte, ou des entreprises d'ailleurs. Nous, on a tous découvert Teams et compagnie, et on n'est pas revenu en arrière, c'est normal. Enfin,
Voilà, donc en 2008, la Poste traitait chaque année 18 milliards de lettres. 2008, 18 milliards. 2018, 7 milliards. Donc, un modèle complètement déstabilisé, avec tout ce que ça emporte en interne sur ce que je disais, hein, les pratiques, les métiers, le recrutement, les habitudes, la raison d'être des personnes, etc. Donc, vraiment un sujet important. Après, c'est passionnant à accompagner parce qu'on a un président, une gouvernance qui ont toujours vu loin, qui ont toujours donné du sens aux choses, qui n'ont jamais été sur un modèle où on se dit on va tous mourir, comme disait l'autre. Hein. Donc ça a toujours été une logique d'innovation, de progression. Aujourd'hui, on considère que la transformation au sens chiffre d'affaires, elle est réalisée. Pour autant, ce que sera la Poste dans quelques années reste quand même un sujet complexe parce que le coût de notre réseau et le besoin de poste évolue. Donc, c'est quelque chose dont on peut discuter, mais finalement, je ne sais pas combien d'entre vous relèvent encore leur boîte aux lettres tous les jours. Moi, je le fais parce que c'est un espèce de réflexe, mais il arrive quand même très souvent, et je pense que je suis une relative bonne cliente de la Poste, qu'il n'y ait pas de courrier sur une semaine, enfin, sauf si vous avez des abonnements ou des choses comme ça, mais les usages se sont perdus. Le courrier entre particuliers a quasiment disparu. Les gens n'envoient plus de cartes postales. Donc, le besoin n'est plus le même. En revanche, le courrier reste précieux pour les populations dont je parlais tout à l'heure, qui ne savent pas ajouter une pièce jointe à un compte sur un smartphone. Enfin, voilà. Donc, dans ce monde-là, on est attentif, on regarde, on a trouvé des axes de diversification, mais remplacer autant de volume de flux et de chiffre d'affaires, c'est quand même pas simple et c'est pas fini. Voilà, c'est pas encore. Je te remercie parce que j'avais une autre question en fait qui était, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, tu as déjà commencé à le faire, mais quand on a 240 000, hein, tu as dit tout à l'heure, oui, en France et à l'étranger, ouais. Dans le monde, oui, en France et dans le monde, qu'on a des valeurs que tu viens de rappeler, hein, des valeurs qui sont soit intrinsèquement liées à l'historique de ce qu'est la Poste aussi aujourd'hui, hein, depuis le départ, et qui sont aussi réglementaires, c'est aussi des contraintes, tu l'as évoqué rapidement là, aussi que ça pouvait l'être en termes de développement, et puis c'était aussi une forme d'auto-challenge permanent. C'est ce qui vous oblige à toujours innover, à vous auto-challenger, mais en pratique, comment on fait pour, j'allais dire, faire survivre toutes ces valeurs? Ben oui, pour faire survivre ces valeurs et faire en sorte que malgré les 240 000 collaborateurs dans le monde, on arrive à poursuivre les missions initiales qui sont les vôtres, sachant que j'imagine que les obligations liées à la proximité que tu rappelles du service des postes, hein, basique, celui qu'on connaît tous, et j'imagine limité au territoire métropolitain et dans les territoires d'outre-mer, oui. Et qu'ailleurs, ce n'est probablement pas les mêmes activités. Mais comment ça s'articule? Est-ce que des gens, enfin, ton poste, est-ce que c'est un poste clé dans la diffusion de ces valeurs? Voilà, c'est un peu une question ouverte, désolée, parce que ça me paraît tellement énorme, 240 000 collaborateurs. D'être simple, enfin, d'être compréhensible. Moi, vu de mes postes successifs, alors après, moi, je suis une vraie postière, j'allais dire, je suis fan, hein, donc s'il n'y a pas d'objectivité, excusez-moi, mais je suis assez admirative de ce qui a été fait par l'ensemble des postiers. Déjà, il y a une gouvernance et on a encore des patrons assez visionnaires, des grands patrons. Le patron de la Poste précédent, c'était Jean-Paul Bailly, qui a été patron de la RATP avant d'arriver à la Poste. Et Jean-Paul Bailly, parmi tout ce qu'il a impulsé ou fait dans l'entreprise, il a eu certainement, enfin, ça n'engage que moi ce que je dis là, hein, c'est très, très personnel comme regard. Il a eu cette capacité d'anticipation sur la décarbonation de notre activité. Parce qu'on était quand même un transporteur de papier et pollueur par nature, quoi.
Et c'est lui qui a lancé ce mouvement de transformation de notre flotte de véhicules, qui fait qu'aujourd'hui encore, on est la première flotte européenne de véhicules électriques. Ça va peut-être changer parce qu'on voit que l'histoire accélère, mais en tout cas, voilà. Et le fait de faire ça, ça a été aussi accompagné de beaucoup de sens, d'explications. Et on est une entreprise qui a toujours pris le temps. Moi, j'ai été directrice du courrier pour le Var et les Alpes-Maritimes il y a quelques années, puis pour la Picardie avant ça. Dans nos activités classiques, il y avait beaucoup de temps qui rythmait la communication et le dialogue social, hein, parce qu'on est une entreprise où la représentation syndicale est importante. On est en pleine installation du CSE d'ailleurs, hein, des CSE, parce qu'on était dérogataire jusqu'à présent, et on rentre dans la norme voilà, que vous connaissez certainement. Et donc, il y a toujours eu des temps on appelle ça des espaces-temps de communication d'un côté, on faisait des conventions stratégiques où on allait jusqu'aux facteurs et où on réunissait les gens, on faisait des ateliers du sens, ça s'appelait, où on donnait à voir sur la concurrence, sur l'évolution des autres postes, sur le rôle de chacun, sur les enjeux de la qualité, on faisait intervenir des clients, parce qu'on a parfois eu des problèmes de qualité. Enfin, donc ça a toujours été une manière de fonctionner qui paraît maintenant normale à tout le monde. On a des télés internes, etc. Et on donne beaucoup de contenu à nos équipes. Il y a eu des plans stratégiques successifs. Actuellement, on est sur un plan stratégique à 2030 qui est un peu autour de la proximité, du meilleur, du numérique et du physique, et du coup qui rythme les évolutions, les projets de l'entreprise. Tu parlais de mon poste, c'est un poste qui a été créé après qu'on ait constaté qu'il y avait des soucis de dialogue avec les élus en territoire. Et entre patrons sur un même territoire. On avait le patron du courrier d'un côté, le patron des bureaux de poste, et ce sont des gens qui doivent coopérer par nature, parce que quand un facteur n'arrive pas à livrer un colis à domicile, le colis revient, mais il part dans le bureau, donc dans la branche d'à côté. Si ces gens-là ne se parlent pas, le client qui est au milieu, ça ne va pas bien se passer, c'est sûr. Et donc, la filière des délégués régionaux a été créée il y a une quinzaine d'années, et l'idée, c'est vraiment de travailler sur la coopération, mais aussi sur la pédagogie qu'on fait de nos enjeux et de nos évolutions vers les élus. Et moi, quand je rencontre un parlementaire cet après-midi, je vais lui parler à la fois des grands sujets nationaux. On attend une loi postale, nos missions de service public ne sont pas suffisamment compensées, ce qui est un peu la règle du genre, mais bon, qui pose quand même question quand on est une entreprise qui a un modèle compliqué. Mais je lui parle aussi du territoire, parce qu'ils font le lien entre les citoyens, les élus politiques, et on est quand même assez transparent. On y est un peu obligé sur nos projets de transformation, mais on va même au-delà et on raconte beaucoup ce qu'on fait. Quand on se transforme, d'ailleurs, ça nous vaut parfois des articles dans la presse. Quand je dis à un élu d'une grande ville, on va fermer tel bureau parce qu'on n'a plus les moyens d'avoir le même réseau qu'il y a 30 ans, il y a moitié moins de personnes dans nos bureaux de poste depuis 6 ans, les gens, ils utilisent la banque en ligne, ils n'ont pas besoin de venir au guichet pour faire un virement ou pour demander un RIB, enfin, ça fait longtemps que c'est le cas, quoi. Donc, il faut beaucoup expliquer et puis rappeler, attention, une société anonyme, c'est une entreprise qui doit équilibrer ses comptes et dégager du REX pour investir. Sinon, c'est un déficit et je ne suis pas sûre que le budget de l'État, par les temps qui courent, ait envie d'aller sur ce genre d'accompagnement. Voilà. Le passage en entreprise à mission, ça a été quelque chose d'important. En fait, ça a semblé assez naturel au postier, du fait de ses missions de service public, du fait des engagements dans la transition décarbonée, il y a les véhicules, mais il y a beaucoup d'autres choses. On travaille sur le parc immobilier, on a des offres qui sont neutres en carbone, on a des engagements de gouvernance extra-financière importants. Donc, ça a semblé logique, mais c'est quand même un affichage important, et puis la gouvernance a bougé, etc. Et puis ensuite, on travaille sur les grandes transitions qui touchent la société. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur le sujet de la livraison des marchandises en centre-ville. Donc, certes, on est un gros opérateur du colis, mais on s'intéresse aussi à l'avant et à l'après, j'ai envie de dire, et à comment on accède au centre-ville, comment on fait attention à la qualité de l'air, comment on intègre le sujet des ZFE dans nos schémas, comment on contribue à l'écosystème, etc. Donc,
finalement, les postiers, et puis il y a des politiques de formation majeures. Hein, enfin, on est vraiment, on est très bien. Enfin, moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, on ne peut pas franchement être postier et malheureux. On a à disposition, bon, c'est une généralité, il y a peut-être des contre-exemples, mais on a une palette d'outils, de formation, de dispositifs qui est quand même extraordinaire. Actuellement, par exemple, on a des programmes de formation sur l'intelligence artificielle et la data, sur la cyber, mais qui concernent tout le monde. Tout le monde peut y accéder. On a des e-formations, etc. Donc, on est vraiment quand même structuré pour regarder devant et favoriser l'innovation, etc. Je Voilà, te j'espère que remercie c'est assez beaucoup. clair. J'avais une question évidemment sur l'entreprise à mission et tu l'as abordée. Il y a une question on va recentrer un peu sur ce sujet-là de l'entreprise à mission, parce qu'effectivement, en fait, quand on connaît, on connaît l'historique et qu'on connaît ce que c'est qu'être une entreprise à mission, on se dit, bah, ça ne pouvait pas finir autrement, quoi, grosso modo. Hein. On va dire c'est une suite assez logique pour le groupe La Poste. Et ça n'a pas dû être aussi compliqué que pour d'autres, hein, d'autres très grands groupes qui aussi ont fait cette démarche à l'entreprise à mission et qui, je pense, pour lesquels ça a dû être bien plus compliqué à mettre en œuvre. Mais il y a une question qui se pose souvent, puisque moi, je m'investis beaucoup sur ces questions-là, notamment au sein de la communauté des entreprises à mission. Et donc, on est régulièrement interrogé par des grands groupes hein, qui se posent cette question parce que le contexte global les contraint à s'interroger sur le modèle et à se dire, l'entreprise à mission, pourquoi pas, le voisin l'a fait, tel site. On voit qu'il y a Est-ce qu'on y va? Pourquoi? Oui, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que la question de la responsabilité s'est posée au sens juridique du terme? Puisque, bon, nous sommes un cabinet d'avocats, à un moment, il faut bien que je parle un peu de droit, parce que ce qui revient souvent dans les craintes qui sont avancées par les entrepreneurs, alors les grosses entrepreneurs en particulier, mais aussi chez ceux qui sont plus à taille humaine. Est-ce que la question de la responsabilité des dirigeants, de la gouvernance, a été une problématique posée lorsque le statut d'entreprise à mission a été mis sur la table, ou alors c'est tout simplement pas dans le mindset du groupe La Poste que de réfléchir en ces termes parce qu'elle a cette historique, cette délégation de service public, parce qu'une partie de ses capitaux est publique aussi. Voilà, est-ce que ça a été des questions? Parce que c'est vraiment un questionnement qui revient très souvent quand il s'agit d'envisager l'adoption de ce régime. Alors, en fait, non, moi, je ne sais pas répondre, mais j'ai envie de dire certainement. Donc, il y a une marge d'erreur et d'incertitude Oui. dans ce que je vous dis là, parce que du fait de la multitude de nos activités, tous les sujets de gestion des risques ou maîtrise des risques, de plan de continuité d'activité, de responsabilité pénale, sont des choses qu'on regarde vraiment de très près. On a bien sûr une direction de la sécurité, enfin qui s'appelle Direction de la sécurité et de la prévention des incivilités. On a tous les sujets des risques cyber, évidemment. Enfin, donc, je ne doute pas que dans le changement de statut et de gouvernance, le sujet de la responsabilité des dirigeants a été vu, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, très honnêtement. Ça ne serait pas honnête de ma part. Ce n'est pas un sujet que j'ai exploré. Ce qu'on a toujours voulu dans cette bascule en entreprise à mission, c'est faire très très attention à être auditable, à ne pas tomber dans du greenwashing ou des déclarations. Et donc, ça a été un pas prudent quand même, parce que vu la multitude d'activités, il faut vraiment être en gestion et en process assez verrouillé. Et d'ailleurs, cette année, on a publié nos résultats avec des indicateurs extra-financiers. Il y en a une dizaine, hein, pour aller vers les nouvelles normes CSRD, etc. Mais ce qui est dit dans l'entreprise, c'est attention. Il fut un temps, par exemple, on disait qu'on était neutre en carbone. Aujourd'hui, on nous dit non, on ne va plus dire ça, parce que le périmètre, les règles, les ambitions bougent quand même.
Et donc, on continue sur notre lancée, on continue à travailler très fort sur ces sujets-là. Avant-hier, j'étais à Paris avec le patron du courrier, Philippe Dorge, qui nous disait, il parlait de sa branche, on est un peu en avance sur notre trajectoire carbone, donc c'est plutôt des signaux positifs, mais on est prudent et on préfère vérifier plusieurs fois avant de poser des grands principes. Après, on a des reconnaissances par les agences de notation extra-financières. Il y avait Moody's, il y avait des gens comme ça, donc ça change chaque année aussi, mais on reste très très bien classé par des gens qui viennent nous auditer, qui demandent des comptes quand même, qui regardent les process, etc. Et puis, c'est quand même un moteur dans une entreprise, quoi, parce que finalement, c'est un projet positif de s'afficher entreprise à mission. Ce n'est pas un sujet de discussion. Pour tout le monde, ça semble important et logique, donc ça embarque bien les postiers. Depuis au moins 2 ans, les managers ont dans leurs objectifs le fait de, au niveau territorial, proposer des engagements, des actions, du mécénat de compétences, on va nettoyer les plages, on fait ce qu'on veut, mais on rentre dans l'opérationnel et on va à tout le monde. Enfin, ça ne reste pas un sujet de gouvernance. Donc ça, je pense que c'est important. Les facteurs sont par exemple fiers de leur outil de travail, hein, quand on voit des véhicules électriques, des bornes de recharge dans les sites, etc. Ça contribue à ce mouvement positif et de légitimité et d'acceptation. Aujourd'hui, notre raison d'être, elle est, si je peux prendre le temps de la citer, c'est être utile à chacun, donc aussi bien particulier qu'entreprise ou collectivité, en tant qu'entreprise de proximité humaine et territoriale, développer les échanges et tisser des liens au bien commun de la société tout entière. Donc c'est une belle déclaration, je trouve. On ne peut pas être contre. Voilà. Et ça s'appuie sur nos activités et nos projets autour de tout ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer jusqu'à présent. Voilà, en tout cas, si le plan stratégique Horizon 2030 est basé sur la raison d'être, on peut dire que les ambitions sont grandes. Ah oui, puisque... c'est assez puissant. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, je ne connais pas d'ambition qui ne soit pas grande, donc tout ça, c'est assez logique. On donne à voir devant, quoi. Enfin, on parle de l'avenir. C'est ça, mais et en plus, quand on connaît l'historique du groupe La Poste, on se dit que c'est pas impossible. Parce que c'est vrai que tu as parlé notamment sur les mobilités, tu as parlé de la flotte électrique, mais je sais que vous continuez à investir dans ce secteur. Enfin, ça se ressent jusqu'au bout j'allais dire jusqu'au cours, jusqu'à l'enveloppe qui est déposée pas tous les jours, mais on affiche d'ailleurs l'empreinte carbone de nos colis, parce que comme on fait très attention au transport de colis, évidemment, c'est un maillon essentiel du dispositif. Quand vous avez le choix entre plusieurs opérateurs sur un envoi de colis, pour Colissimo, par exemple, il y a les grammes CO2 affectés. Donc non, il faut avoir une cohérence globale, parce que sinon, le sujet peut se retourner contre nous déjà. Hein, on l'a déjà vu dans d'autres. Et puis, c'est une espèce de logique managériale, en fait. C'est stratégique, quoi. Enfin, et puis, on a des parties prenantes qui sont attentives au sujet, hein, que ce soit l'État ou la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, donc, et puis, il y a la culture du dialogue social aussi qui vous pousse à la vigilance permanente. Voilà, donc ça, c'est... Après, ce que je vous dis là, il semble que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a aussi quelques soucis, hein, ici ou là. C'est le fait d'une grande entreprise. Mais c'est vrai que là, quand je suis arrivée dans ce bureau, on a été accueillis par le guichetier qui m'a montré le bureau, tout ça. Et le gars, il avait le sourire, il m'a parlé de ses clients. Enfin, donc, c'est agréable, voilà, d'être dans cet environnement-là. Bon, après, quand je vais voir un collègue dans des quartiers plus compliqués de Marseille ou d'ailleurs, c'est pas la même réalité. On est en proie à beaucoup d'incivilité. On est au cœur de la société, donc les grands mouvements de société qu'on voit ici ou là nous impactent en premier plan aussi, quoi. Donc voilà, je ne veux pas donner l'impression de tout est beau dans le meilleur des mondes, mais c'est vrai que il y a eu un cheminement stratégique puissant, et aujourd'hui la transformation du groupe est bien avancée.
un point que je voudrais citer avant de te redonner la parole, Delphine, c'est que je disais, le métier des facteurs a changé. Ils ont beaucoup moins de courriers dans leur sacoche ou dans leur voiture. Ils ont un peu plus de colis. Et ce qu'ils ont aussi à côté du courrier et du colis, c'est des repas. On travaille beaucoup sur le portage de repas aux seniors. Et par exemple, sur les Alpes-Maritimes, les facteurs livrent 2000 repas par jour en allant chez les gens, puisque le facteur, on lui ouvre la porte. C'est un personnage de confiance. Oui. Et ça fait partie de ce service que je disais au service des grandes politiques publiques, au service des seniors. Et pour nous, c'est un relais de chiffre d'affaires indispensable, pas suffisant pour l'instant, mais indispensable. Mais enfin, je pense que c'est aussi particulièrement d'avenir quand on voit l'évolution du service au bien vieillir, qui est en train d'être en totale mutation, hein, qu'on est en train de changer de modèle. On aurait adoré que nos missions de service public changent et que quelque chose autour du grand âge puisse voir le jour. Mais c'est pas encore d'actualité. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Qui sait? En tout cas, c'est un sujet d'actualité. Merci beaucoup, Christine. On est pile à l'heure parce que moi, on m'avait dit qu'il me fallait au moins 5 minutes d'éventuelles questions. Si on en avait, donc elles seront sur le chat, normalement. Moi, des questions, j'en ai plein, hein, mais alors, est-ce qu'on en a ou pas? Parce que en fait, on en a une. Ah ben, très bien, parce que moi, je ne la vois pas du tout. C'est Noélie Gloria qui dit, parmi les problématiques abordées par le groupe, il faut tout faire dans ce chat. Laquelle considérez-vous comme prioritaire? Voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme commentaire. Ah oui, j'étais pas sur le bon tableau. Les problématiques, laquelle serait prioritaire? Moi, je pense que c'est une réponse facile que je vais faire, mais c'est une problématique qui englobe toutes les autres. C'est quel équilibre financier dans les années qui viennent, et il n'est pas assuré aujourd'hui. Nos dirigeants sont soucieux parce qu'on est sur des activités qui demandent des investissements lourds et réguliers, hein, que ce soit les activités bancaires, les activités colis et logistiques. Et finalement, on se dit, en 2023, on a eu un résultat mitigé, positif, mais un peu plus faible que d'habitude. 2024, tous les patrons opérationnels et les services support sont mobilisés sur de la recherche d'efficience, d'économie, mais de qualité. Mais on ne peut pas éternellement manager les gens sur de la recherche de productivité. Hein, c'est un peu épuisant quand même. Et puis ça durcit un peu le climat, enfin c'est voilà. Et c'est vrai que les 2-3 années qui viennent sont capitales pour nous, pour assurer notre équilibre économique et pouvoir continuer à investir. Aujourd'hui, je vous parlais du monde du colis, et vous comprendrez vite ce que je veux dire. Notre premier client se trouve être aussi notre premier concurrent, c'est Amazon. Donc, quand on voit la force de frappe, la rapidité de frappe d'opérateurs comme ceux-là, leur capacité financière, Amazon peut décider, quand il souhaite, ou en nous prévenant un peu quand même, de débrancher une partie de la sous-traitance qu'on effectue pour eux parce qu'il ouvre une plateforme de proximité, etc. Donc, c'est un très gros client pour nous. Comme le sont d'ailleurs les plateformes chinoises qui sont des places de marché, là, les Temu, les Shine, etc., enfin, qui sont de très, très gros clients du colis. Mais du coup, ça donne un chiffre d'affaires très concentré sur quelques opérateurs. On voit CMA-CGM qui fait des mouvements amont et aval et qui a aussi voilà, des capacités extraordinaires. Donc, la problématique majeure, c'est d'assurer finalement la pérennité du groupe à un terme assez court. Et finalement, la question, c'est comment voit-on la Poste dans 3 ans, dans 4 ans? Quel rôle veut-on lui donner, quoi? Moi, j'ai une question. Merci beaucoup, Christine, pour cette réponse. J'ai une question très basique, hein, mais je me la pose, peut-être que d'autres se la posent. Vas-y. Les guichets, tout ça, c'est du patrimoine de la Poste ou c'est du patrimoine de l'État? Enfin, c'est quoi? Tu sais comment ça… C'est pas du patrimoine de l'État. Quand le statut en fait, quand les PTT sont devenus la Poste d'un côté et France Télécom de l'autre, je vous parle d'un temps, voilà. Il y a eu ça a été un gros sujet financier et comptable aussi, puisqu'il y a eu un partage du patrimoine
entre La Poste et France Télécom, et puis leur intégration au bilan, etc., quand on est devenu société anonyme, enfin EPIC puis société anonyme. Aujourd'hui, on a une foncière qui s'appelle La Poste Immobilier, qui est le gestionnaire des mètres carrés de l'entreprise, tant pour ce qui relève du parc dont on est propriétaire, c'est le cas de mon bureau, de la Poste Colbert, ou du bâtiment qui était à côté, qui va héberger la Provence, dans le centre-ville de Marseille. Mais on est aussi locataire alors souvent dans les petites communes, on est locataire de la mairie, c'est l'histoire qui veut ça, mais on peut être aussi locataire de propriétaires privés. Et c'est notre foncière qui assure le rôle de gestionnaire de l'immobilier chez nous, de valorisation, de maintenance, de loyer interne, loyer externe, prise à bail, etc. Un acteur important sur tous nos projets d'implantation, parce que les enjeux financiers sont considérables, et un acteur important aussi de la transition écologique, puisqu'on est sur maintenant des actions qui sont vraiment dans les standards les plus élevés du marché, sur toutes les normes, etc. Super, merci beaucoup. Moi, je prendrais peut-être le pari, mais bon, je ne suis pas une économiste, mais je prendrais peut-être le pari sur ce qui fait, à mon avis, votre force, enfin, la force du groupe et surtout l'originalité, c'est la proximité sans discrimination. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et ça, même l'hôpital ne le fait plus. Il n'y a plus aucun autre service public classique qui assure une telle proximité. Or, on voit bien que les citadins sont des citadins, mais il y a quand même, il y a quand même un mouvement qui quitte la cité pour retrouver. Je ne sais pas s'il sera pérenne ou pas comme Teams, celui-là. Il y a des allers-retours, semble-t-il, mais bon, ouais. Mais en tout cas, c'est que tout le monde est client d'une manière ou d'une autre de la Poste. On a une palette, par exemple, la Banque Postale a ces personnes dont je parlais tout à l'heure qui sont les très vulnérables, mais ça va jusqu'au conseiller en patrimoine et à Louvre Banque Privée. Voilà. La Banque Postale est le premier financeur des collectivités locales, donc on a toutes les collectivités dans nos portefeuilles, et c'est vrai qu'on est un lieu d'observation de la société assez intéressant, soumis aussi un peu au calendrier politique, du fait de notre ADN, j'allais dire, public et territorial, mais très bon observatoire des mouvements de société, que ce soit les professionnels, les jeunes, les vieux, les vulnérables, les mineurs non accompagnés qu'on voit par le côté bancarisation ou en travaillant avec les départements, etc. Donc, c'est un poste d'observation et d'action tout à fait intéressant. Bon, on a atteint les 45 minutes qui nous étaient dédiées, Christine. Je sais que tu as un rendez-vous important peu de temps après. Oui, non, mais c'était un plaisir. Voilà. Et ce que je veux préciser avant de vous quitter, c'est que si vous avez des sujets X ou Y, n'hésitez pas via Algoé ou Delphine à me solliciter, parce que justement, j'ai ce rôle d'aiguiller assez facilement vers le bon interlocuteur. Donc, parfait. Voilà, j'espère que c'est vraiment la Poste au service de tous. C'est ça. Y compris quand on a. Puis on aime bien dénouer des trucs, voilà, ça, on trouve toujours des y compris quand on ne pense pas de manière spontanée, parce que c'est pas, on n'a pas la culture de ce que est devenue la Poste, cette magnifique entreprise. En tout cas, merci beaucoup, Christine. Merci. Profite bien de ton séjour là-bas dans la montagne. Dans la haute montagne. Et je remercie tous ceux qui ont pris du temps pour nous suivre. N'oubliez pas qu'il y a un replay, on a même une chaîne YouTube, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, sur lequel vous avez un accès illimité à nos webinaires « Comment avance le monde ». Merci à vous. À bientôt, Christine, et puis à très vite pour ceux que j'ai. Parce que nous, il faut que vous sachiez qu'on ne voit rien. On ne se voit que Christine et moi, donc on n'a aucune visibilité sur qui était présent ou pas. Et voilà. À bientôt et merci. Au revoir.